lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Nécessaire de vous le présenter, Xavier Moreau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Xavier, vous êtes analyste politico-stratégique et rappelons que vous êtes installé à Moscou depuis plus de 20 ans et que vous avez rejoint Paris. Aujourd'hui, plus de ligne directe entre Moscou et Paris. Comment fait-on? On peut passer soit par la Turquie, soit par la Serbie, soit par la Finlande. Ou par Dubaï, ou par après, tout est possible. Bon, vous êtes à Paris. Vous avez écrit il y a quelques années, dois-je le rappeler, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Vous évoquez le grand fiasco de la diplomatie française à l'époque et à l'aune des événements actuels, diriez-vous, que vous aviez vu juste ou pas? Je pense que j'avais vu juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la diplomatie française, l'Ukraine est encore un État unitaire et donc on peut le traiter en tant que tel. Alors qu'en fait, l'Ukraine est un État artificiel, c'est une entité qui a été à la base créée par les bolcheviks et qui a vraiment été indépendante en décembre 1991 au moment de la chute de l'URSS. Et le problème, c'est que la diplomatie française, à l'image, ou plutôt sous les ordres de la diplomatie américaine, a refusé de voir ce qu'était réellement l'Ukraine, c'est-à-dire une mosaïque de populations dont certaines se détestaient les unes les autres. Par exemple, les habitants de Lvov détestent les habitants du Donbass. Et finalement, une identité très fragile qu'il fallait manipuler avec des pincettes. Et les Occidentaux, en organisant Maïdan, justement, ont pris une pelle au lieu de prendre des pincettes. Et ça a donné ce qu'on a vu en 2014. Ça a provoqué le rattachement de la Crimée à la Russie, le soulèvement non seulement dans le Donbass, mais à Odessa, à Kharkov. Il faut se souvenir que les premières villes qui se soulèvent, c'est Kharkov et Odessa. Mais là-bas, l'État central ukrainien est encore très fort. Et puis, il y a une répression sauvage, le fameux massacre d'Odessa du 2 mai. Et ensuite, c'est le soulèvement donc, le plus fort après celui de Crimée qui était dans le Donbass. Et la conclusion de mon livre, c'était de dire, si jamais l'Ukraine veut se sauver en tant qu'État, il faut qu'elle revienne sur un mythe positif. Et le mythe positif, c'était le mythe soviétique. C'est-à-dire que les soviétiques, on croyait au principe des nationalités. Staline était le commissaire aux nationalités. Et c'est pour ça qu'ils ont créé l'Ukraine, en disant il faut donner à toutes les nationalités un territoire, sans regarder plus en avant si c'était une existence réelle et historique. Mais les Ukrainiens étaient considérés comme un peuple frère. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en commémoration du traité de Péréislav en 1654, en 1954, Khrouchtchev a donné la Crimée à l'Ukraine. Et donc il fallait revenir sur ce mythe de peuple frère. Pourquoi je dis mythe? Parce que la réalité historique, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine, c'est-à-dire que c'est un même peuple. Et donc, malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Au contraire, le moment où mon livre s'arrête, à partir de 2015, on se met en branle, quelles que soient les autorités, que ce soit Poroshenko ou Zelensky, au niveau central et au niveau régional, tout un système d'une volonté de créer une anti-Russie, notamment dans le système éducatif. Là, j'ai vu les livres d'histoire qui sont donnés, qui étaient enseignés aux enfants. En fait, c'est une espèce de cancel culture, de wokisme, mais pro-ukro-nazi. Voilà. Alors, je dis pas nationaliste parce que moi, je suis nationaliste, mais je n'ai rien à voir avec ces gens là-bas. Donc, c'est pour ça que j'utilise systématiquement, je tiens à le préciser, le terme ukro-nazi. Et donc, au lieu d'essayer de réconcilier ces parties totalement différentes de l'Ukraine, eh bien, on a pris un modèle et on a essayé de l'imposer à toute une partie de l'Ukraine, de sanctionner les gens qui parlent ukrainien, d'interdire l'enseignement, qui parlent russe, etc., etc. Et donc oui, l'échec est total, et surtout l'échec, et après j'en termine par là, l'échec, c'est l'échec de l'Allemagne et de la France, qui étaient garants des accords de Minsk et qui n'ont jamais fait aucune pression sur Kiev pour qu'il les applique. Et je pense même à la lumière du verbatim de la conversation qui a été publiée par le Quai d'Orsay entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, c'est que Emmanuel Macron savait qu'en mars, Kiev allait attaquer et faisait tout pour que la Russie ne réagisse pas. Donc je pense que c'est pire que de l'incompétence, c'est de la complicité. Néanmoins, vous êtes un analyste, je l'ai dit, vous vous intéressez à la stratégie. Vous n'avez pas vu venir l'entrée de la Russie sur le sol ukrainien. Vous avez quand même marqué votre surprise, et même si vous insistez sur le fait qu'il était possible d'éviter que la Russie envahisse l'Ukraine.
Et en main, c'est une surprise pour vous. Ça a été une surprise jusqu'à ce que en fait, je comprenne ce qui était en préparation. Vous avez eu ici Zahar Pelepine, qui a été interviewé par Élise Blaise. Donc il a commandé une unité dans le Donbass, une unité pro-russe. Et en 2018, il demande à Vladimir Poutine, à la veille de championnat de football mondial, il demande, mais il se dit que l'Ukraine va profiter du championnat du monde de football pour lancer une offensive dans le Donbass. Vladimir Poutine répond que si jamais l'Ukraine fait ça, elle remettra en cause son existence en tant qu'État. Et à plusieurs reprises, ça a été dit par Vladimir Poutine, ça a été dit par Lavrov, ça a été dit par le ministre de la Défense Shoigu, ça a été dit par Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée, y compris à l'automne de l'année dernière. C'est-à-dire si jamais Kiev lance cette fameuse solution croate, c'est-à-dire l'épuration ethnique du Donbass des Russes, dans ce cas, la Russie interviendra et remettra en cause l'existence de l'Ukraine en tant qu'État. Or, c'est ce qui se préparait pour le mois de mars. Et moi, j'en ai aujourd'hui la conviction absolue. Je me suis rendu notamment il n'y a pas longtemps dans le Donbass. J'étais dans la ville de Gorlovka, qui est une véritable ville martyre, qui est bombardée tous les jours en ce moment. Et j'ai demandé au maire adjoint de Gorlovka, je lui ai dit, mais est-ce que vous sentiez quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose en février? Et elle me dit, ah, oui, ça c'est sûr. Moi, dans l'idée, est-ce que les Russes vous avaient prévenu? Et il me dit, ah, oui, ça c'est sûr. On se doutait bien que quelque chose allait se passer. Je lui ai dit, mais les Russes vous avez prévenu? Il me dit, non. À partir de début février, l'Ukraine a commencé à amasser des quantités d'armes considérables et à mobiliser des troupes considérables. Et on a commencé à en faire autant. Et je lui dis, mais les Russes vous ont dit qu'ils allaient intervenir? Il m'a dit, ah non, ça, le 24 février, ça a été, le 22 et le 24 février, ça a été une surprise totale pour nous. Donc, je pense que la décision d'intervenir a été prise au dernier moment, parce qu'il n'y avait pas le choix et parce que Vladimir Poutine a appliqué la règle qu'il a appris dans les rues de Leningrad, puisque c'était un voyou à l'époque, et qu'il a appliqué également en Syrie. Quand la bataille est inévitable, il faut frapper le premier. Et il a frappé le premier. Et il a bien fait, du point de vue purement militaire, il a bien fait, on voit le résultat aujourd'hui. Ouais, écoutez, il a bien fait, parce que c'est quand même aussi une autre surprise, ou peut-être une autre erreur. Alors que vous pensiez, que l'on pensait plus généralement que l'armée russe avancerait vers Kiev, si vous me permettez l'expression, la fleur au fusil, on s'aperçoit que tout le potentiel militaire ukrainien est loin d'être détruit, que par contre la Russie a subi de lourdes pertes, qu'il y a le recul de l'armée russe dans certains secteurs, et qu'aujourd'hui l'objectif est plus que le contrôle du Donbass. Non. Alors, tout d'abord, les objectifs russes ont augmenté. Les objectifs russes initiaux, tels qu'ils étaient donnés, non pas tels qu'ils ont été inventés sur les médias de grand chemin, comme BFM TV ou LCI, les objectifs ont été déclarés officiellement. C'est-à-dire, la Russie attendait de Kiev la reconnaissance du rattachement de la Crimée et l'indépendance du Donbass, dans les limites administratives des régions. C'est-à-dire, ce que la Russie est en train de conquérir. Là, ils viennent de conquérir la totalité de la région de Lugansk. Et sans doute qu'à l'été, ils auront terminé, peut-être même fin juillet, début août, ils auront terminé la conquête de la région de Donetsk. Mais depuis le 22 avril, l'état-major russe a annoncé des nouveaux objectifs de guerre, c'est-à-dire de contrôler toute une bande qui va jusqu'à la Transnistrie, donc qui est cette zone séparatiste de Moldavie. C'est-à-dire que la Russie va prendre le contrôle de la totalité du littoral de la mer Noire et également de la région de Kharkov. Mais Xavier Moreau, vous avez écrit que tout le potentiel militaire de l'armée ukrainienne sera détruit. Pourra être détruit, bien sûr. C'était ça l'objectif, c'est plus l'objectif. Si. De toute manière, ça c'est le conseiller particulier de Zelensky. Fin avril, il a déclaré que la Russie avait totalement détruit le complexe militaro-industriel ukrainien. Comme il dit, toutes les usines d'armement. Et je vous rappelle que l'Ukraine a hérité de l'Union soviétique à peu près 40% du potentiel militaro-industriel soviétique. Alors, ça a été pillé, volé, donc ils n'ont pas attendu l'armée russe pour tout détruire, mais il restait quand même l'usine de tanks à Kharkov, Antonov, etc. Tout ça a été réduit, tout ça a été détruit, et fin avril, on peut dire que la démilitarisation a été accomplie. En revanche, il est vrai que l'armée ukrainienne s'est enterrée, a créé une espèce de ligne Maginot dans le Donbass, et ce qui fait qu'elle est difficile à déloger, et ça explique aussi la stratégie russe, c'est-à-dire non pas, bien sûr, d'attaquer par ce que les Allemands appellent le Schwerpunkt, la pointe d'effort principale, dans le Donbass, mais également au nord et au sud. Et pardonnez-moi, au sud, l'équivalent de 2 fois la région PACA s'est rendu quasiment sans combat.
Le port de Berdyansk s'est rendu sans combat. La Mélitopol, dans la région de Zaporozhye, s'est rendue sans combat. La capitale de Kherson et la région de Kherson se sont rendues quasiment sans combat. Les soldats sont partis en abandonnant tout et sans rien détruire. Exactement ce qu'on observe d'ailleurs en ce moment à Lysychansk. Ils partent une main devant, une main derrière, si vous me parlez l'expression. Les blindés sont restés là-bas. Les images ont été montrées sur les médias sociaux et sur les médias russes. Des stocks de javelins, de missiles anti-chars, de missiles anti-aériens occidentaux ont été abandonnés sur place, même pas détruits. Et ça, on l'a vu dès le début dans la région de Kherson. Et maintenant, il est vrai que l'offensive sur Kiev, on ne peut pas dire que ça échoue. Je ne connais pas les objectifs, on les connaîtra, je pense, après la guerre. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait un objectif militaire de l'offensive sur Kiev, c'était de fixer une partie des réserves ukrainiennes. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à l'armée russe dans l'Est de prendre 2 villes importantes, Izium et Volnovakha, ce qui a permis la chute de Mariupol. En fait, Mariupol tombe le 15 mars. Parce que, du point de vue opératif, la ville est isolée du reste du front. Et si jamais l'état-major de Zelensky était commandé non pas par des communicants mais par des militaires, ils auraient immédiatement évacué une ville où il y avait peut-être entre 15 et 20 000 de leurs meilleurs soldats et les plus motivés. Et au lieu de ça, ils les ont laissés pour essayer de faire une espèce de combat symbolique, qui en plus s'est terminé en autre boudin, puisqu'ils se sont rendus, ceux qui avaient fait des vidéos toutes les semaines en disant qu'ils ne se rendraient jamais. Il y a eu 3800 prisonniers. Et des milliers qui sont maintenant reconnus d'ailleurs de morts des meilleures troupes ukrainiennes. Donc, et après, moi je pense que jamais les Russes ont voulu prendre Kiev. Je pense qu'ils se sont dit que si jamais il y avait une révolution de palais, ou si jamais Zelensky voulait se rendre, ils étaient à côté. Et je vous rappelle qu'au bout de 2 jours, le 26 février, Zelensky est dans un état de dépression totale et qui déclare que les Russes demain seront à Kiev, que c'est fini, etc. Et il demande à négocier. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire d'une invasion, pour prendre un terme qui fera plaisir aux Kieviens, qu'au bout de 2 jours, on demande à négocier. Ça s'est jamais vu. Et au bout de 4 jours, la négociation commence. Et je pense que là, Kiev est prêt à accepter les conditions russes. Mais il y a une pression de l'OTAN. Et finalement, il refuse. Et dans la délégation qui est venue négocier à Minsk, un des membres se fait assassiner au retour. Donc il y a une reprise en main par les ultras autour de Zelensky, par l'OTAN, en disant on va vous donner des armes, on va mettre des sanctions contre la Russie, le peuple russe va se soulever, parce que l'économie russe est faible. Et puis comme ça, vous allez gagner la guerre. Et ça, après, c'est pourquoi la France s'est trompée. Pourquoi, en gros, l'OTAN s'est trompée. Parce qu'ils ont sous-estimé l'armée russe, sous-estimé l'économie russe et surestimé l'armée russe. L'armée ukrainienne, pardon. Si la blitzkrieg militaire russe a néanmoins pas échoué, pas fonctionné, en revanche, on peut se dire que la blitzkrieg économique de l'OTAN contre la Russie, elle n'a pas fonctionné non plus. Et même, vous dites qu'elle a tout simplement échoué. Ah oui, c'est un fiasco complet. Et les retours, en revanche, ça va être pour les pays d'Europe et même aux États-Unis. C'est peu de dire que les sanctions qui avaient été menées précédemment à l'entrée du conflit avec l'Ukraine avaient porté un coup, non pas mortel, mais lourd à la Russie. Et vous me dites que les nouvelles sanctions, elles, ne portent pas, au contraire? Je pense qu'elles porteront moins que les précédentes, parce que en 2014-2015, il y a eu 2 années très difficiles, non seulement à cause des sanctions, mais à cause des contre-sanctions. Mais ça a permis à la Russie de faire un saut qualitatif de point de vue économique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie est le premier exportateur de grains au monde? Parce qu'il y a eu les sanctions en 2014 et qu'elle a dû s'adapter. Et qu'en même temps, elle a commencé à produire des machines-outils pour les exploitations agricoles, donc elle est devenue une puissance mécanique dans ce domaine-là. Elle a créé son propre système de transfert d'argent, son propre système de banque, de cartes de paiement. Elle a fait un saut qualitatif qui n'aurait pas été possible sans les sanctions. Parce que c'est passé par 2 années vraiment difficiles. Moi, j'étais à Moscou à ce moment-là. Mais comme c'était la guerre, en Ukraine, parce que la guerre n'a pas commencé le 24 février, elle a commencé le 21 février 2014 à Maïdan, lors du coup d'État de Maïdan. Et là, les Russes l'ont toléré, et en fait, ça a permis à l'économie russe de faire un saut qualitatif. Et je pense que d'ailleurs, dans le plan de Vladimir Poutine, il y a cette idée que, après tout, si on veut progresser rapidement, il faut mieux des sanctions. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Par exemple, vous voyez dans un domaine que je connais bien, parce que je connais pas mal de monde, j'y connais pas mal de monde, le domaine aéronautique. Immédiatement après les sanctions contre le domaine aéronautique russe, la Russie prend un plan de 4 ans
Et aujourd'hui, je veux dire, même si dans 2-3 mois la guerre est terminée, les sanctions sont levées, la Russie, elle maintiendra ses sanctions dans le domaine aéronautique, comme elle le fait sur le domaine agricole, parce qu'elle en a besoin, qu'elle a décidé que plus jamais elle n'achèterait d'Airbus ou de Boeing. Et parce que Vladimir Poutine l'a dit lui-même de manière très claire, la souveraineté ne peut pas être à moitié. Où on est totalement souverain dans tous les domaines et on fait ce qu'on veut. Et ça veut dire qu'on crée un monde nouveau, hein, c'est le monde multipolaire où finalement il n'y a plus d'organisation générale du travail, de la production. La Russie a les moyens et va produire tout ce dont elle a besoin. Malgré le retrait des industries ou des entreprises européennes, américaines, qui doivent créer quand même des situations compliquées sur place, avec du chômage notamment. Oui, il y aura, je pense qu'il va y avoir, comme en 2014, un ou 2 ans qui vont être difficiles, mais cela dit, déjà beaucoup d'industries en fait ne partent pas. Et de toute manière, contrairement en 2014, beaucoup d'industries ont commencé à faire venir leurs sous-traitants. Donc la question aujourd'hui pour la Russie, c'est de réorganiser sa logistique pour faire venir les sous-ensembles qui lui manquent, non plus d'Europe ou des États-Unis, mais d'Asie. Et c'est ça aussi la différence fondamentale, c'est que le poids de la Chine aujourd'hui dans l'économie mondiale n'est pas celui d'il y a 8 ans, ni celui d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Russie a des clients pour son pétrole, l'Inde, qui est une grande puissance économique, la Chine. Et en plus, la Chine peut fournir ses sous-ensembles, une partie de ses sous-ensembles. Et puis, il y a des moyens de faire des circuits logistiques qui vont permettre de contourner les sanctions. De manière plus anecdotique, vous ne pouvez plus aller au McDo à Moscou. Comment vous faites? Alors, écoutez, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que McDo a fermé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, il a réouvert et sous une nouvelle marque. Voilà. Donc, la malbouffe continuera. Elle passe au-dessus des nations. Voilà. On parle beaucoup, et à juste titre, et je redeviens sérieux de la souffrance, des difficultés du peuple ukrainien, bien évidemment. Et elles sont patentes, personne n'est génie. Et comment eux, les Russes, vivent-ils cette guerre, en sachant bien évidemment qu'ils ne sont pas bombardés, ce qui change beaucoup de choses. Mais comment le vivent-ils économiquement, sur leur pouvoir d'achat et aussi psychologiquement? Parce qu'on a effectivement, vous l'avez dit, pensé que les Russes allaient peut-être plus se révolter contre cela. Ça ne semble pas être le cas, d'après ce qu'on en sait. Écoutez, les Russes, au début de la première semaine, ils étaient sous le choc. Votre serviteur aussi. En disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout que, bon, moi j'attendais une offensive dans le Donbass, mais cette espèce de nasse géante qui s'est battue sur l'Ukraine, qui prenait à la fois le sud, le nord par Kiev et Kharkov, c'était quelque chose que j'avais pas, surtout l'offensive sur Kiev, je l'avais pas du tout, ça leur a pas du tout attendu. Et les Russes étaient aussi un peu sur le choc, et puis après, eh bien, ils sont passés en mode grande guerre patriotique. Surtout que, malgré tout, il faut voir que, même si on n'en parlait plus en France, régulièrement dans les informations en Russie, on parle des bombardements sur Donetsk. Et depuis le mois de février, l'armée ukrainienne testait le dispositif défensif sur la ligne de front face à la République populaire de Lugansk et Donetsk, et ça bombardait tous les jours. Et les Russes avaient évacué les écoles, les orphelinats, donc il y avait déjà des réfugiés avant même que l'opération spéciale, comme disent les Russes, commence. Donc à partir de ce moment-là, les Russes ont compris ce que faisait le gouvernement russe et y ont adhéré. Voilà, en disant, et surtout, après, il y a eu quand même des choses qui ont été révélées, qui ont même été reconnues par Victoria Nuland, c'est-à-dire qu'il y avait 40 laboratoires biologiques américains qui travaillaient en Ukraine. On attend les rapports définitifs, mais a priori, c'est quand même quelque chose d'assez sordide. Et puis, toutes les exactions qui ont été commises depuis 8 ans, au fur et à mesure que l'armée russe arrivait et libérait les villes du Donbass, notamment à Mariupol, où j'ai pu aller, la nature des crimes commis avec le blanc-seing de Kiev et de Washington a été aussi révélé. Et donc je veux dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs j'ai regardé les derniers sondages, 72% des Russes soutiennent l'opération spéciale, 82% font confiance à Vladimir Poutine. Et puis les victoires aidant, plus l'armée russe va avancer, plus les Russes font confiance à leur commandant en chef, comme disent les Américains. Et donc, moi je l'ai vu autour de moi, par exemple. Je vais prendre l'exemple de ma femme. Ma femme n'est pas du tout politique, contrairement à moi. Mais elle est russe. Elle est russe. Et quand l'opération spéciale a commencé, je ne l'ai pas reconnue. Le discours qu'elle tenait vis-à-vis de mes fils, et ses amis, c'est pareil. Toutes les mères de famille dans notre quartier russe, le discours a complètement changé. Et pour bien faire prendre conscience, en fait, c'est presque religieux ce que je vais dire, il y a comme un renouvellement du sacrifice de la Grande Guerre patriotique par cette opération spéciale.
Et c'est pour ça que vous voyez notamment le drapeau rouge de l'unité qui a pris le Reichstag. C'est ça, en fait, c'est pas le drapeau soviétique, c'est le drapeau rouge qui est planté sur toutes les administrations qui sont prises ou qui sont libérées, selon l'endroit que vous placiez, dans le Donbass. Et je pense que c'est ce qu'on verra également à Kharkov. Parce que c'est ça, c'est le renouvellement du sacrifice du peuple russe en 1941 à 1945. L'avenir. Alors bien sûr, c'est difficile, mais est-ce que quelques pistes, premièrement sur la piste énergétique, vulgairement, est-ce que la France, l'Europe va morfler? Ça dépend d'elle. Si vous voulez, ce que n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre les élites qui nous gouvernent, notamment notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est qu'en fait, le domaine de l'énergie, pour ce qui est du pétrole et pour ce qui est d'une partie du gaz, dépend énormément du marché. Et le marché réagit aux nouvelles. Donc quand vous faites peser une menace sur l'approvisionnement en gaz, ça fait monter de manière asymptotique les prix du gaz ou les prix du pétrole, même si d'ailleurs rien concrètement de ces produits. Et donc il faut déjà arrêter de faire des déclarations stupides, et puis ensuite on peut faire l'inverse. Si par exemple demain, le chancelier allemand Scholz déclare que Nord Stream 2 va être ouvert, je peux vous dire que les prix du gaz vont s'effondrer. Parce que pour le marché européen, on saura précisément que... Je vous prends au mot, réouverture de Nord Stream 2, ça voudrait dire un retour à la paix, à une paix durable et digne. Bah, l'OTAN a perdu la guerre. Aujourd'hui, l'OTAN a perdu la guerre. De toute manière, les Russes ont gagné la guerre le 24 février. Quoi qu'il arrive, même s'il faut mobiliser la population, ils la feront, ils la gagneront. Donc après, aujourd'hui, la stratégie russe, c'est de ne pas mobiliser l'armée. Donc, c'est-à-dire de maintenir en permanence sur le front 150 000 hommes, de faire tourner toute l'armée russe. Donc, d'ailleurs, vous voyez en permanence des soldats qui reviennent, y compris en Extrême-Orient russe, en Sibérie, etc. Parce que ça tourne énormément. Au contraire de l'armée ukrainienne, c'est une armée qui, c'est ce que Poutine avait fait pareil en Syrie, ils font tourner toutes les troupes. Donc, des troupes fraîches, de plus en plus expérimentées. Et je ne vois pas ce qui pourrait sauver l'armée ukrainienne, à moins qu'il y ait une armée secrète en train d'être organisée dans l'ouest de l'Ukraine avec un armement, etc. Mais les flux logistiques nécessaires pour affronter l'artillerie russe, puisque aujourd'hui c'est une bataille d'artilleurs, n'existent pas. Et c'est bien livrer des armes occidentales, mais encore faut-il qu'il y ait les obus qui vont avec, parce que c'est pas le même calibre. Les Russes, c'est du 152 mm, les Ukrainiens aussi, et l'OTAN, c'est 155 mm. Donc, il n'y a pas d'entrepôt. Le plus gros entrepôt de munitions, il était à Balakieva, il était pris par les Russes il y a 2 mois. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas comment l'Ukraine pourrait gagner la guerre. La question aujourd'hui qui se pose réellement, c'est qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine lorsque les Russes en auront fini ? Pour l'instant, d'après les objectifs qui ont été donnés le 22 avril, la Russie va prendre la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire une bande qui fait Odessa, Kherson, Zaporozhye, Dniepropetrovsk et qui va remonter jusqu'à Kharkov. Je pense qu'à la fin de la bataille du Donbass, la Russie pourra revoir, en fonction du comportement de Kiev, ses objectifs vers le haut. C'est-à-dire, finalement, on va aussi prendre Poltava, et puis Tcherkassy, et puis arriver à Kiev, et puis qu'est-ce qu'on va faire à Kiev, on verra bien. Et la Russie n'est pas pressée. Elle est partie dans le mode sanction exactement comme en 2014. Et pour l'instant, elle domine totalement du point de vue militaire. Et surtout, l'armée ukrainienne a subi, et désormais c'est reconnu par les autorités kieviennes, des pertes colossales. Colossales. Non seulement en hommes, mais en technique. C'est-à-dire que les chars ont été abandonnés à Lysychansk. Comme ils sont partis, comme à Mariupol, ils sont partis trop tard, ils sont partis à pied. C'est comme la retraite de Tcherkassy de long degré. Oui, ils ont pu sortir de la poche, mais tout le matériel lourd a été abandonné, les munitions, etc., etc. Et ça, c'est irremplaçable. C'est pas la France en livrant ces vieux VAB 4x4 qui va remplacer les BTR ou les T-72 ukrainiens. Oui. Dernière question, mais importante. La Russie, elle a perdu la guerre de la communication dans cette affaire. Est-ce que parce que tout simplement, elle n'en a pas besoin et elle se fiche de cette situation de mauvaise communication avec l'Europe, ou parce qu'elle commet des erreurs en termes de communication? Écoutez, c'est une question intéressante parce que j'ai participé à un talk show en Russie, et l'animateur, Soloviev, me donne la parole et j'ai dit j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez perdu la guerre de communication et la bonne nouvelle, c'est que vous vous en moquez. Et il m'a répondu très justement, on l'a perdu en Occident. Mais dans le reste du monde, non. Et Madame Berman, qui était ambassadeur de France à Moscou, l'a dit sur une chaîne du régime d'Emmanuel Macron, je ne sais plus laquelle, où elle est consultante désormais, elle a dit, vous avez 82% du monde
qui en fait est soit du côté russe, soit n'est pas hostile à la Russie. Donc ma question est plus précise, c'est est-ce que la Russie considère qu'elle n'a plus à convaincre l'Europe? L'Occident. L'Europe et les États-Unis. L'Europe et les États-Unis, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Ça, on peut dire que c'est acquis. C'est acquis. Ça ne les intéresse pas. On voit très bien les médias européens ou américains sont moqués. On a vu Emmanuel Macron qui était moqué sur l'émission de télévision. Donc, ils considèrent qu'en fait tout ce monde-là vit sous une propagande permanente. Et qu'en fait, ils refusent de regarder la vérité en face. Et le fait est que quand vous regardez la carte militaire, qui est validée à la fois par Kiev ou par Moscou. Et la progression de l'armée russe, c'est que quand vous mettez en parallèle les déclarations comme quoi l'armée russe aurait été détruite au mois de mars et au mois d'avril, ça fait rire tout le monde en Russie. Et ça a complètement discrédité tous les médias occidentaux. Cela dit, moi je pense que les Russes devraient faire un effort, y compris par les réseaux sociaux, par tous les moyens alternatifs. Là, ils sont en train de développer vraiment sérieusement RuTube pour mettre à la place de YouTube. Il y a 20% de la population, notamment en France, de gens curieux intellectuellement. C'est pas forcément une question de diplôme, mais qui sont capables de comprendre réellement ce qui se passe, qui savent quand même regarder une carte, connaître un peu la chronologie des événements. Et ces gens-là, il faut pas les laisser tomber. C'est ce que vous faites vous ici. Il faut les alimenter en information réelle, en analyse, et pas prendre l'ensemble de la population française pour des idiots. Il y a 20% qu'il faut travailler, qui veulent ça comprendre, qui sont curieux. Et c'est ces gens-là, à mon avis, auxquels la Russie devrait s'adresser, non seulement en France, mais en Allemagne et dans le reste de l'Europe. 100% des Français pour essayer d'avoir un point de vue assez clair et assez complet sur ce conflit qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup, Xavier Moreau, d'avoir répondu à ces questions qui n'étaient pas forcément toutes confortables. Merci.